Préparer aussi des services pour eux, quand on a besoin qu'il y ait toute une partie changement, également apporter au niveau des services qu'on veut, qui est également aussi importante. Au-delà de, au-delà de, Eh bien écoutez, avec une précision presque allemande, on va commencer. Il nous reste 10 secondes avant qu'il soit 10h30. Bah écoutez, il est 10h30, donc je vous propose qu'on attaque dès maintenant. Bah déjà, bienvenue à tous. On est évidemment extrêmement heureux de vous voir aussi nombreux. On est extrêmement heureux de voir l'intérêt que ça peut susciter ces questions. Et on va pouvoir commencer ce webinaire vraiment dédié du coup à l'utilisation de marche courrier dans les préfectures. Peut-être avant de commencer à rentrer dans le sujet et de vous parler du programme, je vais laisser Jean-Louis Ercolani qui est avec nous faire simplement un petit mot d'accueil. Oui, merci Nathanaël. Alors malheureusement, un problème technique inexplicable qui fait que je ne peux pas utiliser ma caméra. Mais c'est pas grave, voilà. Vous n'aurez que la voix de Jean-Pierre Colani. Donc bienvenue à tous et merci pour votre participation. Donc je dirais en mot d'introduction que Marche Courrier, c'est une aventure qui a commencé en 2007 pour nous, mais avec un usage dans les préfectures qui a commencé aux alentours de 2010. Alors, j'ai plus exactement la date. Je me souviens d'une préfecture qui a été précurseur. C'était la préfecture de Guadeloupe, et puis ensuite il y a eu un petit effet de bouche à oreille, et l'usage s'est étendu, et à tel point que c'est aujourd'hui pris en charge en totalité par le SGAMI Sud-Ouest, ici présent, et je les en remercie. Donc c'est un logiciel aussi qui va être déployé non seulement dans les préfectures, mais aussi dans d'autres antennes de la fonction publique d'État. Et voilà, on a le plaisir de pouvoir bientôt héberger au SGAMI, donc c'est en cours, le ministère de la Culture, le ministère de l'Agriculture, et bientôt, nous l'espérons, le ministère de la Justice. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres ministères, voilà, qui vont profiter et de l'expertise et de l'infrastructure qui sont présents dans cette zone pour pouvoir faire leur production. Donc ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Donc un logiciel, c'est vivant. Un logiciel, ça évolue. Donc Marche Courrier évolue au rythme d'une version par an, à peu près, une version majeure par an, plus toutes les mises à jour de sécurité, les petites mises à jour évolutives qu'il peut y avoir. Et cette évolution se fait au travers de groupes de travail qui sont collaboratifs et interministériels. Donc il y en a un grand en cours en ce moment autour de la signature électronique, qui fait participer plusieurs ministères et plusieurs branches en fait de la fonction publique d'État, de la fonction publique territoriale, et qui nous permet voilà, de penser l'avenir de la signature électronique avec, je l'espère, une version qui va faire plaisir à tout le monde. Voilà. Donc je tiens une nouvelle fois à vous remercier pour votre participation, puisque le logiciel évolue avec ses utilisateurs, il est là pour servir les utilisateurs. Et chez Marche, on a toujours été très attentifs au retour de nos utilisateurs. Donc après cette brève introduction, je laisse la main à Nathanaël Travier, qui est notre responsable de delivery et production. Et voilà, et je vous souhaite à tous un bon webinaire. À toi, Nathanaël. Merci beaucoup Jean-Louis. Alors moi je ne prolongerai pas l'introduction, je pense qu'il faut... On a essayé de penser du coup justement ce webinaire que ça soit le plus interactif et le plus dynamique possible. Je vais laisser Jean-Hervé et Patrick du SGAMI Sud-Ouest se préparer pour la démonstration, et peut-être juste le temps que les choses se préparent, faire une simple présentation du coup du programme. On va commencer, on s'est dit qu'on allait commencer les choses très concrètement, et du coup de vous montrer des fonctionnalités directement de l'application, et surtout des nouvelles fonctionnalités sur la signature électronique qui viennent d'être livrées et qui sont du coup voilà, les perspectives ouvertes, et donc de vous montrer directement les possibilités que ça ouvre. Et après, dans un deuxième temps, on vous parlera un peu avec du coup Alain Dubois-Dulier qui a travaillé avec la préfecture des Pyrénées-Atlantiques
sur la partie de justement la construction des projets. C'est-à-dire aujourd'hui, peut-être le son devrait fonctionner, Madame Evrard. Je vous encourage à peut-être vous reconnecter si vous n'entendez pas ou si d'autres n'entendent pas. Et donc ce que je disais, peut-être simplement faire un tout petit mot d'introduction sur l'histoire de ce que c'est Marche Courrier dans les préfectures et au ministère de l'Intérieur. Déjà, peut-être Marche Courrier, qu'est-ce que c'est? C'est une application du coup qui permet de faire de la gestion électronique de correspondance, mais qui en réalité est une application à deux faces. C'est-à-dire que c'est une application qui permet à la fois de traiter du courrier entrant et donc des chaînes d'instruction par des cabinets ou par des autorités au moment où le courrier va entrer dans l'administration, mais aussi sur un deuxième volet qui va permettre de gérer les projets de réponse, de gérer des notes et de pouvoir faire du coup des parapheurs. Et donc c'est vraiment sur ces deux modalités-là que l'application peut être utilisée et est utilisée. Simplement une question d'historique. Vous possédez tous, a priori, dans les préfectures, une version de Marche Courrier qui a été déployée. Vous verrez dans les slides de présentation qu'on vous donnera, il y a un peu d'historique, mais en 2016, il y a eu un projet important au niveau de l'État qui s'appelait la saisine par voie électronique, qui était l'idée de construire en fait un site unique où le citoyen pouvait se connecter, faire une demande, et la demande était fléchée directement dans la bonne administration. Et ce fléchage, du coup, avait comme récipiendaire en fait des demandes Marche Courrier, et donc vous avez une version qui a été déployée absolument dans toutes les préfectures, mais il faut avoir dans l'idée que justement ça a été prévu dans ce cadre-là, et donc sur un paramétrage qui était très adapté à cette réception automatique de courrier, mais qui n'était pas forcément adapté aux usages ultérieurs qu'on a pu connaître, et notamment d'utilisation du parapheur électronique. Et donc ça sera vraiment la deuxième partie là, de l'intervention avec Alain et Jacques auprès de moi, de aussi voilà comment vous pouvez faire pour engager vos équipes pour développer l'application et pour faire les paramétrages qui sont ultérieurs. Et sur les problèmes de... Je laisse la parole, Jean-Hervé, je te laisse la parole juste sur les problèmes de connexion, effectivement. Je vous encourage très vivement à utiliser Chromium ou une base Chrome, ça fonctionne souvent beaucoup plus facilement. Et Edge aussi, nous dit Christophe. Jean-Hervé, du coup, à vous les studios. Oui, bonjour à tous. Donc Jean-Hervé Blondin. Donc moi je suis au SGAMI Sud-Ouest. Je suis responsable du département système, support et développement. Et le SGAMI Sud-Ouest donc est centre de compétences national marche pour le ministère de l'Intérieur. Donc ça fait 12 ans, comme le dit un petit peu tout le monde, que donc le centre de compétences gère donc marche. Ça fait 5 migrations d'affilée qu'on a fait. Comme le rappelait Nathanaël, en fait, donc les saisines par voie électronique, ça a été pour toutes les préfectures, ça a été un petit peu imposé, hein, ça n'a pas été toujours très très bien mis en œuvre. C'était une vieille version, c'était une version 1.4 de marche, donc entre-temps les versions ont quand même énormément évolué. Ce qu'on va vous présenter là aujourd'hui, c'est la version que nous on souhaite mettre en œuvre, donc qui est commencée, donc toutes les recettes sont plus ou moins faites. Qu'on va déployer le plus rapidement possible maintenant dans les préfectures, c'est la version 2010. C'est une version 2010 qui a eu des modifications tant ergonomiques que aussi sur la partie donc signature, où on a donc le parapheur qui est intégré dedans avec la signature avec une carte du ministère ou un certificat qui est sur une clé. Donc ça, Patrick va vous faire la présentation. Par rapport à ça, donc toutes les préfectures ont reçu donc une note du DTNUM du 2 octobre 2023 qui demandait aussi donc les référents, parce que bon, les gens ont bougé dans les préfectures, ça veut dire que les gens on n'est pas forcément au courant de tous les référents. Juste, je rappelle le système, donc dans chaque préfecture, vous avez quelques référents qui sont sur l'application. Ces référents, donc derrière, il y a les SGAMI de proximité, donc les différentes zones, donc les différents SGAMI ont des référents dans chaque zone pour assurer donc un niveau 2 et le SGAMI Sud-Ouest donc assure le niveau 3 pour donc toute la partie, je vais dire, chaîne de soutien. Donc on va laisser toute cette partie-là et on va commencer donc la présentation donc maintenant de l'application. Donc je vais, Patrick, si tu peux te connecter et mettre à l'application. Donc il y a vraiment un gros changement d'ergonomie. C'est pour ça que cette version 2010 est quand même une version un petit peu importante et sur laquelle il fallait qu'on communique et peut-être ce webinaire était peut-être nécessaire un petit peu plus tôt. Merci beaucoup. Patrick. Bonjour à tous, Patrick Marquesto, donc je travaille au CCN Marche au SGAMI Sud-Ouest à Bordeaux. Je viens de présenter, de vous partager l'écran. Est-ce que tout le monde voit bien mon instance Marche de formation? Oui. Je vais couper la caméra.
Alors, je vais vous faire une démonstration aujourd'hui de circuit de courrier. Ça va être depuis l'enregistrement du courrier via ensuite, étape suivante, un agent traitant, un visa par un directeur et ensuite, dernière étape, la signature par une autorité. Lors de la signature par une autorité, on va aussi vous présenter la signature par lot de plusieurs courriers en simultané. Alors, juste, on a mis en place un circuit simple. Évidemment, bon, comme le rappelait Nathanaël, ensuite, il y a tout un paramétrage à faire dans chaque préfecture suivant les organisations. Et c'est vraiment cette partie-là qui est la plus longue. Excusez-nous, on ne voit pas le partage. Il faut cliquer dessus, en fait. Alors, il faut cliquer dessus pour le mettre en plein écran. Vous avez le pont Chavandelmas de Bordeaux en image. Absolument. Et de la même manière, par contre, si vous voyez absolument rien du coup sur l'écran partagé par Patrick, c'est probablement des problèmes de connexion. Donc peut-être ou de réseau. Le paramétrage de commu, il faudra en fait enlever la vue mosaïque. Comme ça, vous aurez réellement que l'écran de SGAMI. Absolument, Sabrine. Et en double-cliquant, comme le disait Jean-Louis sur l'image, vous pouvez l'afficher en grand. Est-ce que les personnes qui ne visualisaient pas mon partage d'écran ont résolu le petit souci? Oui, ben vas-y, Patrick, commence. Alors, je vais me connecter avec un compte de type numérisateur, c'est-à-dire que c'est l'enregistrement du courrier. Donc, je clique sur le menu qui va me permettre de qualifier le courrier. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les différents champs de qualification. Pourquoi je me suis mis en décembre? Ça, c'est typiquement des sujets sur lesquels on reviendra tout à l'heure, mais vous voyez, on peut donner des informations sur les documents qui vont permettre ensuite de faire des statistiques, de les retrouver facilement. Et en fait, l'ensemble, comme d'ailleurs l'ensemble de l'application, sont extrêmement paramétrables. C'est-à-dire que ces champs-là, voilà, c'est vous qui allez construire les champs dont vous avez besoin pour vos recherches, pour vos statistiques, et on peut les personnaliser. Ouais, donc c'est exactement ce que dit Nathanaël, c'est que nous, on a fait un master au niveau du CCN avec les paramètres les plus utilisés au niveau du ministère de l'Intérieur. Tous les champs sont modifiables et sont adaptables à vos circuits internes. Patrick, il vous demande de zoomer un peu si c'est possible pour voir les champs sur la bannette à gauche. Alors, on va voir ce qu'on peut faire. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ou je zoome encore un peu plus? Non, je pense que c'est bien lisible là, c'est parfait. Très bien. Donc là, c'est les différents champs qu'on est amené à qualifier. Je vais maintenant renseigner l'expéditeur. Donc tout ça, c'est paramétrable et ça peut être renseigné automatiquement. Donc ma partie qualification est réalisée. Je vais maintenant aller choisir un document de test. Donc là, c'est la saisine d'un utilisateur qui va s'adresser à une préfecture, pour exemple. Donc on a la demande originale, on a la qualification du courrier. Je valide. Si nécessaire, je peux rajouter une annotation. C'est comme le post-it qui peut être rajouté sur un courrier dans un parapheur.
Donc, à savoir que cette annotation peut être donc soit privée en sélectionnant les services, soit publique. Donc, tous les gens qui auront accès au courrier accéderont à cette annotation. Donc, je vais poursuivre avec un profil d'un agent traitant. Donc, en fonction des différents profils, il y a différents types de bannettes qui apparaissent. Un agent aussi, suivant les services, peut avoir plusieurs profils. Alors, je me connecte dans ma bannette des courriers à traiter et je vois que mon courrier de présentation se trouve à l'intérieur. L'agent de traitement va définir, d'une part, il va proposer un projet de réponse. Donc soit on va injecter un fichier qui est sur un ordinateur ou un serveur, soit on va utiliser un modèle qui a déjà été paramétré au niveau de votre instance. De base, on utilise le Java qui tend à disparaître. On va utiliser des éditeurs en ligne comme Collabora ou OnlyOffice qui ont déjà été testés. Ça, c'est la prochaine généralisation en cours qui va se faire pour Marche. Si. J'enregistre mon projet de réponse. On vérifie bien qu'il y a un carré de signature. Et ensuite, on réintègre à l'intérieur de l'instance Marche. Donc, première étape, on voit que le projet de réponse est intégré. Maintenant, on va définir un circuit de visa. Alors ça aussi, c'est paramétrable. On peut, en fonction des services, on peut automatiquement rajouter les personnes concernées. Il est modifiable. On peut mettre les personnes dans l'ordre souhaité et à tout moment, on peut définir qui sera le signataire. Donc, sur notre version 20.10 à nous, c'est un seul signataire. N'hésitez pas, je vois qu'il y a des questions dans le chat, n'hésitez pas à poser vos questions, on y répondra, on va laisser Patrick dérouler, on vous répondra à toutes les questions après. Très bien. Donc, je continue. On a le projet de réponse, on a le circuit de visa. On va envoyer le courrier pour e-visa et pour e-signature. Donc on vérifie, c'est bien l'autorité qui est signataire et le directeur qui a un rôle de viseur. À toute transmission d'un rôle à l'autre, vous pouvez toujours rajouter une annotation. Qui est visible par tout le monde ou uniquement par la personne concernée. Donc là, pour l'instant, c'est visible par tous. À préciser qu'il faut bien mettre le signataire en premier. Oui. Il y a toujours ce bug. Alors. Alors, un petit souci
2 mots de passe. J'en profite si tu veux, Oui. Patrick, pour Si répondre tu à quelques prends le questions, comme relais, ça te s'il te laisse plaît. 2 minutes. Je Ouais. prends peut-être les questions dans l'ordre. Peut-être de manière générale, ce qu'il faut voir, c'est que, ce que vous voyez, c'est une possibilité. Ça, je vous en parlerai tout à l'heure. Je vous montrerai peut-être d'autres instances. Dans d'autres. En fait, tout va être à la fois sur les modèles, sur les circuits, tout va être paramétrable. Parce que, et notamment, l'application, elle a été pensée pour justement réduire le nombre de clics. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une tendance qui est assez sensible dans le numérique. Le numérique a apporté énormément de choses aux utilisateurs au quotidien, mais a apporté aussi toute une série de petits clics, de petits paramétrages et de petites choses. Et donc l'application, elle a été pensée pour en automatiser le maximum. Automatiser des circuits de visa pour éviter que l'utilisateur remplisse les circuits qui lui sont les plus habituels, ou alors pour porter justement une politique de signature au sein d'une préfecture. Dire bah voilà, on a des circuits qui sont imposés et qu'on doit respecter. C'est aussi de pouvoir remplir des métadonnées automatiquement. C'est même de générer des modèles de courrier automatiquement. Le modèle qu'a utilisé Patrick tout à l'heure, en fait, on peut récupérer les métadonnées et les injecter dans un courrier pour générer automatiquement une lettre qui soit préécrite. Et je pense par exemple ça peut résoudre des défis dans certaines préfectures, mais par exemple souvent la date de signature est rajoutée par les secrétariats a posteriori de la signature et des fois peut susciter des troubles avec les citoyens qui reçoivent des courriers qui sont reçus très tard parce qu'en fait la date a été mise au début du circuit. Et donc ça par exemple on peut automatiser du coup la date de signature et de faire des choses comme ça. Ça justement sur les... Tu me dis hein, quand t'es prêt Patrick. Hein, Ouais, je suis en cours de modification du mot de passe qui vient juste d'expirer ce matin. Donc ça, sur l'automatisation des champs et comment on peut les remplir, ça c'est justement le travail de paramétrage dont on parlera tout à l'heure, de pouvoir du coup dans les modes administrateurs, de pouvoir pré-remplir ou automatiser le remplissage de certains champs et on vous montrera comment ça fonctionne. C'est très simple parce que notamment il y a des paramétrages qui sont plus subtils, mais la plupart des paramétrages sont quand même très simples, notamment sur les circuits de visa, parce que le but du jeu c'est que vous puissiez vous les gérer. C'est-à-dire que vous puissiez entretenir après vos circuits, que les circuits puissent évoluer, qu'on puisse effectuer des modifications. Donc Fenitra, on peut effectivement du coup, voilà, c'est à votre main et aux mains des administrateurs de proximité que de pouvoir administrer les différents champs. Mélanie, pour répondre à votre question sur la récapitulative des profils et des fonctions associées, Jean-Hervé, je pense qu'on en reparlera tout à l'heure, ou Sabrine de la DTNUM, le SDRF va publier un MOOC de formation avec un récapitulatif de certains profils. Mais ce qu'il faut savoir et quand même avoir dans l'idée, c'est qu'il n'y a rien qui est standard. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait définir des profils qui soient adaptés à ce que vous voulez. C'est-à-dire que typiquement, par exemple, votre préfet, il faut qu'il ait un groupe où il n'ait pas plusieurs bannettes. Il faut qu'il y ait une seule bannette ou 2 bannettes, mais que ça soit très efficace. Et c'est aussi ça la force de l'application. Moi, je dirais à la fois sa difficulté et sa force. C'est-à-dire que c'est pas une application que vous avez comme quand vous achetez une Clio où vous récupérez la voiture et puis c'est comme ça que ça marche. C'est vraiment une application qui va se paramétrer au plus proche de ce que vous faites. C'est-à-dire que si vos secrétariats ont un rôle ou votre cabinet a un rôle qui doit voir certains parapheurs, eh ben on peut rajouter une bannette, on peut rajouter un droit. Si vous avez vous dites le rédacteur ordinairement il signe pas des projets, mais on a quand même des chargés de mission qui ont des fonctions de cadre et qui doivent signer, eh ben on va pouvoir accorder ce droit de façon très fine du coup aux signataires. Et donc en fait ce que vous avez, c'est le travail tout à fait admirable qui a été fait au SGAMI de vous donner justement des comptes qui soient déjà pré-paramétrés et qui vous donnent un éventail de possibilités. Et ensuite c'est à vous, au niveau local, de l'adapter du coup à ce que vous faites et à la réalité du coup de votre organisation et de vos process. Juste pour la signature, pour compléter, j'ai vu quelqu'un qui parlait des DDI. Donc oui, pour l'instant, donc le ministère de l'Intérieur n'a pas encore donc donné des cartes donc au niveau des DDI. Donc ce qui est prévu pour les DDI en attendant qu'ils aient les cartes, c'est donc que sur une clé USB, ils puissent donc avec l'achat de certificats, mettre sur une clé USB un certificat et ensuite utiliser cette clé USB pour signer avec un certificat acheté. C'est bon Patrick de ton côté ? Non, pas encore. Alors je continue. Je vois une Oui. question de OD du SGAMI West. Non, on peut modifier toutes les catégories. En fait, la possibilité quand on crée une pièce jointe, c'est de la typer de façon à pouvoir en réalité ranger son parapheur ou ranger son dossier. On va avoir les projets de réponse, les pièces jointes, les notes à signer. On va pouvoir en fait trier les documents. Mais tous les documents, on peut les modifier, on peut les générer. Il y a des paramétrages qui permettent de le faire. D'ailleurs, de l'autoriser ou de ne pas l'autoriser. Mais la catégorisation, c'est vraiment uniquement de l'interface pour pouvoir ranger les documents. Assina, pour vous répondre, non, justement, ça c'est ce que je disais tout à l'heure. Les circuits de visa, on peut les pré-paramétrer. On peut les paramétrer pour une entité, un service, il a un circuit de visa ordinaire,
l'adjoint, le chef de service, le chef de bureau, le cabinet, le préfet. On peut les paramétrer dans des modèles qui vont être standards, qui s'appellent des modèles publics, de dire par exemple, on a une chaîne de signature pour les devis ou les affaires financières, et chaque utilisateur va pouvoir appeler cette chaîne de signature particulière. Ça peut permettre de porter aussi une politique du coup intérieure. Et on peut même, un utilisateur en particulier, je pense par exemple à un chargé de mission, va pouvoir s'enregistrer son circuit le plus habituel et pouvoir l'appeler du coup en un seul clic. Encore une fois, le but du jeu, c'est d'éviter d'avoir tous ces petits clics qui au final sont quelques secondes à chaque fois, mais qui à la fin d'une vie d'administration et de numérique peuvent représenter un certain volume. Et pour la modification, ça je pense qu'on le verra dans la démonstration de Patrick. Dans un circuit de visa, évidemment les viseurs peuvent modifier les documents, ils peuvent apporter directement leurs modifications, ils peuvent suggérer leurs modifications et les renvoyer pour que les rédacteurs ou d'autres gens dans la chaîne les prennent en compte, ou ils peuvent renvoyer directement le courrier au rédacteur qui a rédigé le document. Ça encore, c'est une question de paramétrage. C'est-à-dire que c'est à vous de voir dans votre organisation comment ça marche. Est-ce qu'on remonte la chaîne de visa étape par étape hiérarchiquement? Est-ce qu'au contraire, votre préfet ou votre SG vont vouloir en profiter pour accélérer la chaîne de parapheurs et dire on renvoie directement au rédacteur? Est-ce qu'on a le choix? Et en fait, à chaque fois, ça va être justement quelque chose qui va s'établir dans vos réflexions sur le paramétrage. Et quand on dit c'est à vous, c'est aussi, on va dire, avec notre accompagnement pour justement définir ces circuits pour ensuite les paramétrer. Donc en fait, notre action, elle peut être dès le début de voir avec vous, compte tenu de l'expérience qu'on a, comment définir les meilleurs circuits, comment optimiser quelque part l'utilisation de la solution pour ensuite, effectivement, paramétrer. Donc c'est toute une phase amont d'accompagnement déjà pour pouvoir procédurer un certain nombre de choses si elles ne le sont pas déjà, et puis surtout d'engager avec vous une réflexion sur la manière de mettre en place et de définir ces circuits de signature. Tu me fais signe, Patrick? Sinon je continue. Guillaume et Fenitra, d'ailleurs, les deux questions suivantes sont des très bonnes questions. Là, justement, on vous a parlé, aujourd'hui, la solution est en train de devenir vraiment une solution interministérielle. Les services du Premier ministre s'en servaient, l'agriculture est en train de l'installer, le ministère de la Culture vient de passer en production, le ministère de l'Intérieur s'équipe, et évidemment, aujourd'hui, le sujet qui va s'ouvrir, c'est le sujet de la communication entre les instances et de la communication entre les ministères, et notamment en déconcentré. Aujourd'hui, et ça, Jacques pourra vous en parler plus en détail, je pense, dans la suite de la séance, il y a une expérimentation, enfin un peu plus qu'une expérimentation, parce que c'est très concret, qui est montée avec le SGAR, la préfecture d'Aquitaine, avec le SGAR 33, pour justement pouvoir, au sein du périmètre ATE, échanger entre une DRAC, une DRETS, et la préfecture, entre une sous-préfecture et une préfecture. Et ça, voilà, on va s'appuyer sur ce projet pour faire aussi un livre blanc et justement pouvoir porter une doctrine, mais c'est techniquement tout à fait possible. Et ça répond d'ailleurs à la question de Fenitra. En réalité, vous pouvez très bien utiliser Marche Courrier uniquement comme parapheur. Et là aujourd'hui, ce qui se dégage, il est trop tôt pour donner des conclusions, mais ce qui se dégage de ce qui se fait au SGAR, c'est justement il y a certaines administrations qui ne vont pas faire la gestion de courrier, qui vont simplement s'en servir comme parapheur, et en fait de prendre un paramétrage très centré sur cette question-là et de n'avoir que cette partie-là. Donc c'est tout à fait possible de décorréler. Comme à l'inverse, c'est possible de ne s'en servir que pour gérer les courriers, que pour gérer le réservé. On peut vraiment, c'est ça, voilà, on peut vraiment choisir ce qu'on va utiliser dans la solution sans que ça soit des applications qui soient distinctes. Oui, juste donc par rapport à ce que tu disais, Nathanaël, donc la partie transfert d'une instance à une autre donc existe dans Marche, ça fait plusieurs années même. Donc on l'a testé notamment, c'est la PJ, donc la police judiciaire qui l'utilise depuis quelque temps. Donc c'est quelque chose qui a été paramétré donc dans la nouvelle instance aussi. Donc ça sera possible donc de transférer d'une instance à une autre les courriers. C'est ce qui se fait. Enfin c'est le projet donc qui est aussi porté au niveau du SGAR 33. Donc voilà, c'est exactement ça. Donc Gilles, sur les viseurs doivent être inscrits dans un ordre défini, oui absolument, c'est vraiment la logique du parapheur, ça sera valable dans la 2010, c'est-à-dire qu'on construit une chaîne qui est une chaîne séquentielle, un viseur, un deuxième viseur et ensuite le signataire qui va du coup aboutir à ce circuit. Mélanie, le profil pour signer, alors je crois, tu m'arrêtes Jean-Hervé, je crois qu'il y a un profil directeur dans les versions standards qui sont proposées et que celles-ci ont les droits de signature. Et après, voilà, ça c'est encore des choses qui se... En fait c'est un profil encadrant. Donc, en fait, il y a des profils encadrants. On donne des droits à des encadrants, que ce soit directeur ou chef de bureau, puisqu'en fait, à chaque niveau de hiérarchie, on peut signer des documents.
En fait, c'est ce que disait Nathanaël. Les instances sont ensuite paramétrées, donc je vais dire par chaque entité selon leurs besoins. Et ça, c'est voilà, c'est vraiment, en fait, ça s'adapte. Il n'y a vraiment pas de standard. Il faut vraiment l'adapter. Typiquement parce que effectivement, la question se pose des managers qui vont viser. Est-ce que des managers vont signer? Qui est-ce qui va signer? Comment on paramètre les signatures du coup sur les différentes instances? Alors, sur la question de l'évolution avec plusieurs signataires possibles, on va en parler juste après. On est en train, justement, avec le SGAMI et dans le cadre d'un groupe de travail interministériel qui rassemble le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Culture, de l'Agriculture, la DGAC, la Direction Générale de l'Aviation Civile et la Caisse Nationale d'Assurance Maladie, de justement construire un tout nouveau parapheur au sein de l'application, donc qui sera complètement standard et qui sera complètement, voilà, qui fera partie du socle classique et on tente, du coup, dans ce groupe-là, de construire vraiment un parapheur pensé pour l'administration et pensé pour l'interministériel. Et dans les fonctionnalités qui vont être apportées, il y a la question du multisignataire, de pouvoir, et justement avec la perspective d'ouvrir, de signer des conventions interministérielles ou entre de différentes administrations, de pouvoir faire du positionnement de griffe à la volée, de pouvoir choisir sur une convention à quel endroit on va signer, de pouvoir intégrer d'autres dispositifs de signature, et puis de remodeler aussi l'interface que vous allez voir. Alors, ce que Patrick va vous montrer est déjà dans cette dynamique-là, mais va aller encore plus loin pour justement avoir aussi, je pense, et ça on en reparlera aussi, mais le gros sujet des parapheurs électroniques dans les préfectures et dans les organisations de l'État, c'est aussi l'acceptabilité de la solution pour des préfets ou pour des directeurs dans un contexte de travail et dans un contexte qui est particulier. Et le but du jeu justement et les travaux qu'on mène avec plusieurs ateliers qui sont organisés depuis septembre, c'est justement d'essayer de trouver l'interface à la fois d'une très grande simplicité et très percutante qui permet à des autorités de pouvoir s'emparer d'une solution numérique très rapidement et sans se poser de questions, et en même temps de garder la force justement de souplesse et de paramétrage qui existait déjà maintenant, parce qu'on peut pouvoir traiter plusieurs types d'usages et plusieurs manières de travailler. Et donc là, c'est des travaux qui sont en cours. C'est pas du prospectif à long terme. On parle là de ça pour l'année prochaine et qui va du coup apporter ces évolutions-là. C'est bon pour moi, Nathanaël. Alors je te rends la parole. Merci Patrick. Alors, merci à toi. Je continue avec le profil viseur. C'est un chef de bureau, par exemple. Et on voit que dans sa bannette à lui par affaire électronique, c'est bien visible pour tout le monde ou je zoome un peu plus? C'est mieux comme ça? Donc il a, dans le parapheur électronique, le courrier lui a été destiné. Donc c'est la présentation qu'a mis en place la société Marche Xeliance, qui ressemble à un parapheur papier. Vous avez d'un côté le courrier, la demande initiale, et de l'autre côté, à droite, vous avez le document pour le projet de réponse pour la signature. Ah, Donc oui. et juste avec les pièces jointes sur le côté, vous voyez le petit carré orange, il peut y avoir d'autres pièces jointes avec. Là, c'est un courrier simple, mais il peut y en avoir plusieurs. Donc, en fait, vous avez tout le projet de réponse qui peut être qui est là. Donc chaque document est éditable, hein, comme je vous l'ai présenté lors de la deuxième étape. Donc soit c'est éditable avec Java, soit c'est éditable avec un outil en ligne. Si le projet de réponse correspond, le directeur va viser et poursuivre le circuit. Je valide et ça va se diriger vers l'autorité signataire. Donc le courrier a disparu du parapheur électronique. Je me connecte avec un profil de préfet, par exemple. Donc dans sa bannette parapheur électronique, on voit qu'il a 6 documents qui sont en attente de signature. Les différents tests que j'ai menés, les différents documents que j'avais préparés pour la présentation. La dernière modification qu'a créée la société Marche, ça se situe à ce niveau. On peut faire, à l'identique d'un parapheur papier, on peut faire défiler
les différents documents. Tous ceux qui sont dans le parapheur de l'autorité. Chose qui vient d'être rajoutée, on va cocher les différents documents qu'on souhaite signer en lot. J'en ai coché 3 pour la démonstration. Signer électroniquement et transmettre le courrier. Oui. Patrick, est-ce que tu pourrais montrer comment ça se matérialise justement le visa là dans le bouton liste de diffusion avec la petite pastille orange à gauche? De montrer justement comment l'autorité peut voir les visas qui ont été réalisés. C'était ça que tu souhaitais que je présente. Donc, là, l'exemple du coup, on arrive à ce point-là, mais en fait là, vous allez voir vos autorités. Quand vous avez fait, ça répond à la question de Mélanie qui était posée. Si vous avez plusieurs viseurs, le dernier ou tous les viseurs sur la chaîne vont pouvoir voir justement l'historique de la chaîne de visa. Et quand quelqu'un a visé, alors là on était directement sur un signataire, mais quand quelqu'un a visé, vous allez voir que son nom s'affiche en vert avec la date et l'heure à laquelle il a visé. Et donc la traçabilité qu'on a sur les fiches de liaison des paraphores, bah voilà exactement comme ce qu'on pouvait voir ici, la traçabilité qu'on a sur les fiches de liaison, elle est matérialisée dans l'application et elle enregistre une trace qui est aussi une valeur du coup d'engagement de la part des viseurs d'endosser une responsabilité de signature du document. Excuse-moi Patrick, hein, je voulais... Non, mais les tu questions passées, fais bien d'intervenir. C'est interactif. Donc ce que je vais vous présenter maintenant, c'est la signature électronique. Pour ceux qui connaissaient déjà les anciennes versions de Marche, on peut apposer la griffe. C'est un scan de la signature manuscrite qui est rajouté dans le profil de l'autorité. Et moi, ce que je vais faire, c'est une signature par les certificats de la carte agent des fonctionnaires du ministère de l'Intérieur. Donc, on a le récapitulatif des 3 courriers qui vont être signés par lot. Suivant le type de courrier, on peut choisir d'associer la griffe. Si c'est une note interne, ce n'est peut-être pas nécessaire, donc on a la possibilité de le décocher. Alors là aussi, actuellement, on passe toujours par le Java. Les prochaines mises à jour utiliseront un autre système. On est en train d'y travailler dessus avec la société Marche. Est-ce que tout le monde voit la petite fenêtre qui me demande de saisir mon code PIN? Oui, on la voit, on la voit. C'est le code à 6 chiffres de la carte agent. Ça, je vois effectivement la question sur Java, c'est précisément ça le sujet. Jean-Hervé vous en Oui. reparlera, mais le but du jeu, évidemment, Java est déprécié. Donc le but du jeu, c'est aussi de cette version 24 qui va sortir, c'est de se passer de Java, et pour l'édition et pour la signature. Parce qu'effectivement, alors aujourd'hui, ça continue de fonctionner, mais c'est de toute façon pas viable à long terme. Donc les 3 courriers ont été signés par l'autorité. En haut, on voit dans le parapheur de 6 courriers, on est passé à 3. Si je reviens sur le parapheur de l'autorité, on voit bien que c'est les 3 courriers qui sont assignés de nouveau. Donc une fois que les documents ont été signés, je reviens avec le profil de l'agent traitant. Dans ma bannette se trouvent tous les courriers qui ont été signés. Donc nous aujourd'hui, c'était nos courriers du webinaire. Donc je vais vérifier dans les pièces jointes. Vous voyez, il y a un encart en vert qui vient de se rajouter qui indique que le courrier a bien été signé. Donc une fois qu'il est signé, le courrier est enregistré en PDF A pour être non modifiable. On a une petite mention qui indique que le courrier a été signé électroniquement. On voit bien que la griffe a été apposée.
Et on a un petit watermark supplémentaire qui dit que ça est la date de signature électronique. Et après, tu peux présenter dans l'application la traçabilité pour voir. Je fais la traçabilité avant de montrer le PDF. Ouais, montre le PDF, ok. Je montre le PDF. Tout le monde voit. Alors, je vais zoomer aussi. Est-ce que c'est visible pour tout le monde? Donc, Ouais, c'est le même document avec le logiciel Foxit Reader. Je peux aller vérifier les paramètres de la signature. On voit bien qu'il y a mon prénom, mon nom et mon numéro de RIO qui est associé à ma carte agent du ministère. Et on voit aussi la date de signature. Alors là, c'est en tout petit, je ne crois pas que je puisse l'agrandir. Je vais revenir dans l'instance marche. Donc dans cette partie-là, on voit le faisceau de preuves et on voit toutes les différentes actions qui ont été menées sur le courrier. On a un filtre qui va afficher uniquement les plus importantes. Ouais, donc là, je pense que Patrick a fini sa présentation. Pour moi, c'est bon. Voilà, donc en fait, juste à savoir, donc comme l'a dit Patrick, actuellement dans la version qui va vous être mise en œuvre, donc il y a donc cette signature que vous pouvez faire avec la carte. Il y a donc la signature griffe suivant les typologies de documents, si c'est des documents qui sont des notes de service, des choses comme ça, donc qui n'ont pas de valeur juridique, que vous pouvez signer avec une griffe, une image que vous déposez dessus. Et dernier mode de signature qui existe aussi, c'est si votre préfet ou votre autorité ne souhaite pas signer d'En Marche, il y a une possibilité de mettre un code barre ou un QR code sur le courrier. Vous pouvez le sortir, le faire signer manuellement et le réintégrer dans le courrier et ça va réintégrer donc le dossier d'En Marche, le bon dossier. Voilà. Je laisse la parole, Nathanaël. Écoutez, moi je vous propose, vu le nombre qu'on est, je vous invite à poser vos questions par écrit, ça sera peut-être plus facile pour essayer justement de pouvoir en prendre et les grouper. Moi je vous propose qu'on réponde à quelques questions, on pourra peut-être pas les prendre toutes, et puis après qu'on puisse justement continuer sur l'organisation. La deuxième partie dont je voulais vous parler, c'est justement ça, comment concrètement après on peut faire pour le mettre en place et s'en servir. Moi on prend une petite dizaine de questions, et puis on voit si ça nous amène dans cette direction-là. Mais, alors, il faut pas que alors je risque de le prendre un peu en cours de route, on pourra de toute façon toujours rééchanger si c'est possible. La question des différents certificats aujourd'hui est déjà envisagée et sera d'autant plus envisagée dans la version 24. En fait, vos cartes agents sont des réceptacles de certificats de sécurité. Mais les certificats de sécurité de signature, en réalité, pourraient être stockés sur d'autres supports. C'est ce que disait Jean-Hervé tout à l'heure pour les DDI, de pouvoir acquérir des clés USB avec des certificats de sécurité, et on peut signer à travers de multiples dispositifs. Encore, voilà, faut-il en disposer un, et les cartes agents du ministère de l'Intérieur sont très pratiques pour ça, parce qu'elles vous sont fournies nativement. Pour répondre à la question du AGCD 74, faut-il une utilisation optimale de l'application, que tous les agents de toutes les structures aient un accès à Marche? Ça, peut-être qu'on peut du coup justement enchaîner sur la présentation d'Alain, parce que ça va répondre à cette question-là. En réalité, il y a la question de la fonctionnalité et de à quoi ressemble l'application. Et c'est ce qu'on vous a montré. Après, il y a surtout en réalité, et moi je trouve même au-delà de la question technique, une question de comment on fait pour monter un projet de ce type-là. C'est-à-dire que la partie technique dans une application, c'est comme dans tous les problèmes industriels. La partie technique, finalement, c'est une partie qui est importante, mais c'est peut-être la partie qui est la moins sensible en réalité. Le vrai enjeu d'un projet de ce type-là, c'est d'une part savoir ce qu'on veut faire,
comment on veut déployer une application. C'est ensuite de pouvoir justement aller sur le terrain, rencontrer les équipes qui vont s'en servir et qu'on puisse savoir exactement ce qu'ils veulent en faire. Et ça, c'est vraiment la particularité. Et je pense que c'est un cadre de pensée qu'il faut arriver à embrasser, c'est qu'il n'y a rien de standard. C'est vraiment fait pour être exactement ce que vous attendez que ce soit. C'est-à-dire que c'est une application qui se paramètre. Il y a pas de, on n'est pas confronté comme dans d'autres applications où il faut rentrer dans le moule de l'application et il faut adapter ses processus métiers à ce que l'application permet de faire. C'est une application qui a été pensée pour l'administration et c'est pas à vous de vous adapter à l'application. C'est à l'application de prendre en compte les schémas que vous faites, de prendre en compte vos processus et vos circuits de visa. Et ensuite, il y a toute cette partie, et ça, j'ai vu que la question avait été posée, sur laquelle on reviendra avec Jacques, qui est la partie de la formation et de l'accompagnement, qui est extrêmement importante. En réalité, je pense que poser une application sans aucune formation, sans aucun accompagnement, c'est aller directement à l'échec, très franchement. C'est des applications qui sont pas difficiles d'usage, mais qui sont quand même riches, et surtout, c'est des process de transformation qui sont extrêmement profonds. Dématérialiser les parapheurs dans une préfecture ou dans une administration centrale, en réalité, c'est faire la transformation numérique de toute l'administration. Ça change complètement la façon dont les gens vont travailler, ça change la façon dont les usages et les relations entre les équipes vont être faites, ça change la façon, et ça implique à tous les niveaux. Nous, les sujets sur lesquels on a travaillé, dont Jacques pourra parler aussi, mais c'est... on va travailler avec le bureau du courrier parce que la méthode de distribution des courriers et les huissiers, ça va être complètement changé et ça change peut-être la façon dont les équipes sont organisées. Ça change la façon dont les gens dans les bureaux et dans les services communiquent entre eux. Ça change des fois le rôle des adjoints et des chefs de service et ça change jusqu'au travail quotidien de votre préfet, de votre secrétaire général. Aujourd'hui, on a... Ça, il faudra en reparler. On a un préfet, directeur général des Outre-mer, qui aujourd'hui signe dans l'application. Preuve que ce n'est pas impossible d'espérer la signature électronique dans les fonctions préfectorales. Mais voilà, ça change aussi sa façon de travailler, sa façon de traiter sa correspondance et de traiter les parapheurs. Et donc, je vais laisser la parole à Alain qui va vous le présenter. Justement, la question, est-ce que tous les agents doivent le faire? Est-ce qu'on ne fait que le courrier réservé? Est-ce qu'on est prêt aujourd'hui? Est-ce qu'on est mature pour passer à la signature électronique? Il y a certaines préfectures qui sont très probablement prêtes, où il y a des attentes tant des équipes que des autorités pour le faire. Il y a peut-être d'autres préfectures aussi sur lesquelles le corps préfectoral n'est pas encore prêt à passer à la dématérialisation. Le contexte social ou politique fait que ce n'est pas optimal de le faire maintenant. Et dans ce cas, peut-être qu'il vaut mieux commencer sur une partie de courrier réservé où là, il y a une attente et un besoin. Et en fait, la partie préalable d'un projet dont Alain va vous parler, c'est justement de dire quel est l'état des choses, quelle est la situation dans laquelle on est, et par quoi on commence. Est-ce qu'on fait tout en même temps? Est-ce qu'on a la force de faire une partie ou une autre? Et donc Alain va pouvoir vous en parler. Je pense que Alain est connecté. Il y a un audit qui a été monté de ce type-là à la préfecture de Pyrénées-Atlantiques, qui avait justement pour but de dire, qui était dans la situation dans laquelle vous êtes beaucoup, c'est-à-dire il y a un paramétrage SVE, mais en fait ça ne convient pas, c'est pas adapté aux usages qu'on veut en faire. Donc aujourd'hui il y a un besoin, mais l'application dans l'état, elle ne fournit pas ce besoin. Qu'est-ce qu'on peut faire pour du coup faire évoluer l'application et servir les besoins qu'on a? Alain, je te laisse les studios. Alors, Alain, ton micro est coupé. Alain. Et par contre. On t'entend, c'est bon? Je ne vois pas la présentation. Non, pas encore, je la partage tout de suite. Ok, pardon. Alors, donnez-moi juste un instant. Je vous invite à double-cliquer moi sur mon poste. Un scanner dédié, bon, forcément, dans les GCD, on est toujours preneur des économies de ce type. Donc, l'avancée des fonctionnalités qu'on est en droit d'attente de la 20.1, est-ce qu'on peut connaître les fonctionnalités proposées de base, au-delà de devoir lire toute la documentation ligne par ligne? Oui, bien sûr, on peut évidemment vous répondre là, et je pense que Jean-Hervé pourra apporter aussi ces éléments. On peut aussi, n'hésitez pas, la documentation elle est longue, si vous voulez nous envoyer un mail et qu'on vous répond. Ça marche sur les Solins, ça marche évidemment sur les Solins. Ouais. Je pense que Alain donc, qui est là, qui a développé donc, la partie ossérisation
Pour répondre plus précisément, c'est vrai que pour l'instant, on ne l'a pas encore mis dans toutes les instances, donc on est en train de l'implémenter dans les instances qui sont en recette, hein, pour l'instant, les 20 qui sont en recette. Mais c'est vrai que c'est encore il y a l'ossérisation, il y a la LAD, donc je pense qu'Alain pourra répondre là-dessus, qui ont été mis en œuvre donc avec la version 20. Plus après, ce que disait Patrick tout à l'heure, on a aussi des outils du style Collabora, OmniOffice un peu moins parce qu'il faut payer des licences, mais il y a des produits, donc des éditeurs en ligne, ça fait partie des évolutions de la version. Donc, c'est des choses qui, normalement, donc, doivent marcher quand vous serez en production. Et sur les autres fonctionnalités, peut-être sur les questions d'acquisition, donc évidemment, en fait, ça c'est pourquoi installer une gestion de courrier en 2023 alors que très probablement vos volumes de courrier en réalité sont en train de baisser. En réalité, ça répond à une question qui est assez fondamentale à une époque, une administration, et d'ailleurs n'importe quel type d'organisation, c'était très simple son contact avec l'extérieur. Il y avait l'administration et il y avait une petite porte en bas qui était la porte du service courrier, et les demandes de l'extérieur, elles rentraient par cette porte-là. Et ensuite, elles pouvaient du coup être mises dans un workflow, elles pouvaient être organisées au sein de la structure, et finalement, il n'y avait qu'une seule entrée. Aujourd'hui, en 2023, vous allez recevoir du courrier, et vous n'allez pas cesser de recevoir du courrier, notamment parce que la loi va sans doute l'imposer. Mais vous recevez aussi des mails sur des boîtes fonctionnelles qui sont différentes. Vous avez peut-être des formulaires sur votre site internet, vous avez du SVE, vous avez sans doute du démarche simplifié, vous êtes en train d'installer une démarche simplifiée. Et aujourd'hui, en fait, la porosité de l'administration sur l'extérieur, elle a été profondément amplifiée. Et en fait, un système comme GEC, c'est une gestion de correspondance, ça permet justement de réunifier ces choses-là. Donc ça permet de capter les scans qu'on va pouvoir récupérer, ça permet d'agréger des formulaires, ça permet d'agréger des boîtes mail et des boîtes fonctionnelles, que ce soit automatiquement ou à la volée. Ça permet aussi de faire de la réconciliation, c'est-à-dire de prendre un document papier et de le réinjecter sur un document numérique de façon automatique. Et ça permet justement, finalement, en fait, de retrouver ce qu'on avait auparavant d'une organisation qui peut se structurer et ne pas être débordée par les flux qui viennent avec elle. Je vois que Mélanie Villedieu avait levé la main, si vous voulez prendre la parole. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, on vous entend. Oui, j'avais une petite question, effectivement, sur la reprise de l'ancienneté dans cette nouvelle version de tout ce qu'on a déjà, notamment nous dans le Puy-de-Dôme, on gère les courriers réservés, pas dans leur entièreté, hein, mais juste l'enregistrement. Et en fait, le fait de cette bascule vers l'application 20.10, est-ce qu'elle aura une incidence sur la reprise, sur l'ancienneté du coup des documents figurant dans la GED ? Alors, j'ai deux réponses. Si vous utilisez l'instance de votre préfecture pour traiter ces courriers réservés, donc l'instance fournie par le SGAMI, il n'y aura pas d'incidence, puisqu'en fait, ça sera juste une montée de version. Par contre, il y a certaines préfectures, je sais qu'il y avait des instances qui étaient et celles-là, on ne pourra pas reprendre les courriers de l'instance locale. D'accord. Et sur la création, la modification des entités ou des choses comme ça, est-ce qu'il y a une incidence sur le flux du courrier, son archivage, je veux dire? Parce que nous, si vous voulez, on a des anciennes entités type préfecture. Et moi, pour ma part, je suis au SGCD du Puy-de-Dôme, donc on gère le courrier pour le compte de la préfecture, et on n'a pas réussi encore à injecter les nouvelles entités par crainte, effectivement, qu'on écrase certaines informations ou certains courriers. Alors, Madame Villedieu, excusez-moi de vous interrompre, Madame Villedieu, c'est déjà prévu. Hein. D'accord, très bien. Ne vous inquiétez pas, le passage de la 1904 en 20.10 sera fait par le SGAMI Sud-Ouest correctement. Pour les entités, vous aurez le droit de les modifier, et lorsque vous supprimez une entité, vous avez un message qui vous demande vers quelle nouvelle entité faut-il remettre les courriers. Donc, vous en faites pas, c'est prévu, je sais gérer ceci. Ok. Merci à tous. Merci Christophe. Je vois dans les gens qui ont levé la main, Bastide. Excusez-moi, je vois que des bouts de nom. Oui, bonjour, vous m'entendez ? Assez faiblement, mais... Ouais. Je voulais poser la question toute simple de savoir si March était toujours gratuit. Alors bon, March est un logiciel libre, gratuit. Je dirais que nous, on paye une TMA au niveau du SGAMI Sud-Ouest et qui est financée par la centrale. Mais pour les préfectures, oui, c'est gratuit. Très bien, merci.
le SGC 51 avait relevé la main et après Christophe. Oui, une petite question sur l'évolution d'A21. Il y a quelque chose donc qui est très intéressant, c'est celle de pouvoir verser un email entrant pour peu qu'on soit équipé du dispositif d'une boîte fonctionnelle. Ma question, est-ce que vous avez prévu de faire genre un glisser-déposer du même type de document directement dans Marche sans être obligé de passer par boîte fonctionnelle? Parce que cet outil est très intéressant dans le sens où ça injecte et que ça me crée le courrier immédiatement dès lors qu'il est versé dedans, récupérant les données de l'utilisateur qui a émis le courrier. Donc, est-ce que vous avez prévu de moderniser un peu ce processus qui est quand même un petit peu artisanal et qui, si on voulait le déployer à un ensemble de services, demanderait trop d'énergie de la part d'un site SIC? Voilà, merci. Aujourd'hui, ça, je peux peut-être répondre sur cette question-là. Aujourd'hui, il y a effectivement une des modalités qui est possible. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une boîte fonctionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, ça fonctionne par scan du coup de répertoire. Et donc, si vous ouvrez un répertoire partagé accessible depuis des messageries individuelles, en fait, vos utilisateurs vont pouvoir faire un glisser-déposer et du coup moissonner le document. Mais ça implique effectivement aujourd'hui de le faire par service ou en tout cas par ensemble d'utilisateurs, parce que ça ne peut pas préflécher directement vers un utilisateur en particulier. En réalité, cette question-là sur les développements ultérieurs, ça existe aujourd'hui. Nous, on peut par exemple, on a un plugin qui va le faire dans la messagerie de Windows, qui va permettre depuis un compte utilisateur de pouvoir transférer dans son propre compte Marche, du coup, à un document. Je ne suis pas certain que sur Pablo, ce soit des choses qui soient aujourd'hui possibles, mais je crois qu'il y a des travaux importants qui sont aujourd'hui menés sur la refonte de la messagerie de l'État, qui sans doute vont ouvrir des perspectives de ce type-là. Christophe Lamy, si vous voulez. Oui, donc là, il y a plusieurs choses que je regarde. Là, j'utilise quand même fortement Marche chez moi. J'ai déjà sur tout ce qui est partie fonctionnelle, quand on parle des courriers lors de la présentation, il faut savoir que déjà, il y a des champs qu'on ne peut pas enlever obligatoirement. On peut faire des modèles d'enregistrement. J'en ai adapté certains pour des GED. On ne peut pas enlever tous les champs, il y a des qui sont obligatoires. Les sections aussi ne peuvent pas être enlevées, ce qui peut faire un peu bizarre lors de l'écran. Bon, ça, c'est du point de vue technique. Deuxièmement, sur le point de vue organisationnel, on parle beaucoup je vois de questions à gauche dans la barre, dans le timeline, qui parlent de formation et tout ça. Il faut savoir quand même que techniquement, nous, les SGAMI, contrairement à ce qui a pu être dit par certains, normalement, sont obligés de faire des passages de connaissances aux administrateurs de niveau 1. Mes collègues des autres SGAMI que je connais du Sud, par exemple, ne me contrediront pas, ça c'est sûr. Après, derrière, pour les agents, se pose le problème de la formation. J'ai eu une information importante de la part de Jean-Hervé qui m'a signalé que le SDRF, via le CCN 33, était en train de faire des formations en ligne. C'est la DTNUM qui a fait donc qui est en train de mettre en place une formation en ligne qui devrait sortir en décembre. Tu peux peut-être compléter, Sabrine. Oui, tout à fait, Jean-Hervé, tu as tout dit. Mi-décembre, en principe, ils seront en ligne sur Formi, sur la plateforme Formi. Donc voilà, là, je crois que tout est dit. Nous, on doit faire la formation ou l'accompagnement, pas une formation, un accompagnement des administrateurs de niveau 1. Et derrière, du point de vue des agents, il faudra donc qu'ils aillent sur la plateforme Formi pour pouvoir se former. C'est ce qui manquait le plus clairement dans le Marche. La deuxième chose qu'il y a, et là c'est aussi pour répondre à beaucoup de gens qui, dans le timeline, parlent certaines choses, c'est que les GCD, pour le moment, il y a une refonte des anciens sites SIC qui deviennent des sous-branches des GCD. Il y a un grand problème où j'ai moi-même beaucoup de problèmes avec eux parce qu'ils refusent d'assumer le rôle de collaborer avec le projet Marche. Et beaucoup de gens que j'ai vus qui posaient des questions, alors que par exemple, on a eu la note du DTNUM, donc directeur de transformation numérique, qui a envoyé le 2 octobre une note à tous les préfets, comme quoi il demandait qu'avant fin septembre, on ait la liste de tous les administrateurs. Et on n'en a que 3 qui ont répondu dans ma zone, alors que normalement, cette note devait être au préfet, qui devait passer au directeur du SGCD, qui ensuite passait au au directeur des SIC. Et on n'a aucun retour. Il n'y a qu'un seul retour, c'est quand hier, j'ai invité beaucoup de gens au webinaire et on m'a dit, la plupart des gens m'ont dit « Ah ben, on n'a pas lu cette note ». Alors, si maintenant les notes ne sont pas lues par les autorités, ne sont pas communiquées après aux gens de la direction, comment on fait? Donc, peut-être serait-il intéressant de voir que la DMAT, l'ancienne DMAT, refasse un petit coup de cette note, de récupérer, parce que là, on voit que personne ne lit les notes. Alors juste Christophe, initialement, je souhaitais que ce soit la DMAT qui pousse cette note. Donc, la DMAT avait refusé de faire cette note, enfin, pas refusé, mais ils pensaient que c'était plus une note technique, donc ils ont demandé à la DTNUM de le faire.
Donc cette note est partie avec beaucoup de mal de la DTNUM. Elle est partie, c'est bien. Maintenant, c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de réponses. Nous, on a collationné aussi toutes les réponses des utilisateurs niveau 1. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de préfectures qui ont découvert que cette note existait. Donc, c'est pour ça que j'en ai parlé tout à l'heure aussi. Et ouais, mais là, du coup, nous, on est bien arrêtés parce que les administrateurs changent tellement dans les niveaux, au niveau de SGCD, donc des préfectures, que moi, ma liste, elle est carrément complète. J'ai envoyé, en envoyant hier les messages pour les webinaires et la semaine d'avant, j'ai eu peu de réponses et les seules réponses que j'ai eues, c'est de 3 départements sur tous mes départements au total. Donc, il va falloir faire un effort au niveau des communications auprès, je pense, des SGCD, que les GCD répondent aux SGAMI quand on leur demande quelque chose. Et surtout, il y a beaucoup, effectivement, on sait, de turnover, mais il faudrait peut-être des boîtes fonctionnelles à ce moment-là et arrêter d'adresser les gens directement. Et il faudrait que les GCD acceptent de jouer le rôle. Ok, bon, ça, je vais dire, c'est de la sauce interne. Bon, on verra peut-être plus tard. Je pense qu'on va laisser peut-être Nathanaël continuer sur cette partie peut-être plus fonctionnelle. Donc, mais c'est vrai qu'on a un gros souci pour identifier les différents intervenants. Bon, Sabrine souhaitait faire aussi une enquête de satisfaction sur marche. C'est vrai qu'on ne sait pas trop comment l'envoyer, par quel canal l'envoyer. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Peut-être on va pouvoir reprendre quelques questions. Je vois une question du SGCD d'Isère. Est-il possible d'avoir des statistiques sur les délais de prise en charge des courriers entrants dans le cadre de Service Public Plus? Bien sûr. Ça, c'est des choses, justement, c'est de la traçabilité. Ça permet aussi, justement, de répondre à ce type d'enquête de satisfaction. Notamment sur les courriers réservés, il y a effectivement, à l'époque, les labels Calipref qui sont quelque part une obligation de restituer sur certains types de courriers les délais de traitement pour pouvoir avoir ce label. Je ne sais pas si ça existe encore, mais c'est vraiment un point important d'avoir une traçabilité sur les courriers avec les délais. Faudra-t-il toujours mettre le carré gris sur le modèle? Non. Non, justement, ça c'est le but on est très conscient que la question du carré gris là, sur les signatures griffes, ça peut être un peu embêtant parce qu'il faut effectivement que tout le monde y pense. Cela dit, je pense que j'anticipe sur ta remarque, Jean-Hervé, sur la signature électronique. On peut déjà signer aujourd'hui sur PDF sans carré. Là, le carré gris, il est vraiment fait pour les signatures griffes, c'est-à-dire une simple injection d'image, mais qui n'est pas complètement sans valeur. Hein. Mais oui, on essaie de s'en séparer. Êtes-vous certain que le parapheur numérique sera plus efficace en termes de temps de signature que le parapheur papier? Le parapheur papier permet de gérer une fenêtre de temps. C'est une bonne question. Moi, je vais vous répondre sur peut-être deux choses. D'une part, les modalités de travail évoluent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez du télétravail. Mais là, vous touchez peut-être à une chose. Est-ce qu'un parapheur électronique pour un préfet, c'est plus rapide qu'un parapheur papier? C'est plus pratique. Ça peut permettre d'autres choses, mais c'est pas forcément... Peut-être que la question est entière. Par contre, pour un rédacteur, pour avoir dû, moi, m'organiser dans les services, on devait toujours calculer que malgré le télétravail, il y a toujours quelqu'un sur place. Quand on pense au Covid ou dans les questions de plan de continuité, sur les questions d'événements climatiques, où on parlait de peut-être, dans le cadre des restrictions énergétiques, de devoir fermer des préfectures ou limiter le nombre de personnes présentes. Quand on pense que voilà, des fois il faut se déplacer et réimprimer 3 fois son parapheur, parce qu'à la moindre coquille, il faut réimprimer tout le dossier, ou parce qu'on a corné le document, pour les utilisateurs métiers, le parapheur électronique, ça change tout. Moi, je savais que je suis passé par le ministère et j'étais dans la culture avant où j'avais pas de parapheur. La découverte du parapheur pour un jeune fonctionnaire, c'est terrifiant en vrai comme expérience. Ça a certaines praticités, mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Et c'est là où on parlait de conduite du changement pour les autorités. C'est là, en réalité, c'est sans doute une amélioration qui va beaucoup plus aider les agents, les rédacteurs et les managers que peut-être pour les préfets. Après, dans les événements pour les convaincre, déjà il y a une question de modernité. Moi je sais que ça peut être des arguments qui des fois touchent. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'administrations où on voit que la signature a été faite électroniquement. Et peut-être que votre préfet n'aura pas envie d'être le moins moderne et de ne pas avoir la signature électronique. Ça peut paraître un peu subsidiaire, mais ça marche, d'autant plus qu'il faut... Vous savez qu'à l'ENA, il y a maintenant une épreuve de culture numérique. Le deuxième argument qui touche, et aujourd'hui qui touche dans les ministères, c'est on peut aujourd'hui lire du coup les courriers dans les voitures. Et ça peut être un élément qui est décisif, parce que ça permet une fluidité. C'est difficile de prendre une caisse de parapheur quand on est en déplacement. Par contre, on peut
aujourd'hui de faire avec un parapheur numérique. Donc, si vous cherchez des arguments... Oui, alors pour compléter ce que tu disais, Nathanaël, nous on a eu le retour donc de la DREAL donc au niveau du 64 qui nous disait que lorsqu'ils ont eu le Covid, ça a été très utile parce que les agents pouvaient accéder depuis chez eux, notamment pour le télétravail, sur des parapheurs ou sur les courriers. Ça, si vous êtes en train de travailler sur des plans de continuité de l'activité, ces applications, ce type d'application, ils rentrent en plein. Parce que voilà, c'est vraiment ça peut changer les choses. N'hésitez pas, s'il y en a qui veulent prendre la parole à l'oral, n'hésitez pas. Comme vous l'avez précisé, l'accompagnement est primordial. La mise en place au sein des DDI est soumise au pilotage par le SGCD. Ça, on est tout à fait... Et ça, moi, je rejoins aussi Christophe Lamy sur ces questions-là. Il y a une question aussi d'organisation, justement, des responsabilités quand on lance un projet de ce type. C'est-à-dire, et ça, c'est peut-être aussi une des possibilités qui sont offertes, vous avez besoin de gens qui vont administrer la solution. Une solution électronique, c'est pas comme une voiture. C'est pas une fois qu'on l'a achetée, voilà, on l'a. C'est une fois qu'on la met à disposition, il y a de l'entretien, il va falloir changer des entités, des fois des utilisateurs. Mais par contre, ce qui est intéressant, et ça, Jacques, tu l'avais vu aussi, c'est que vous pouvez déléguer des droits. Justement, éviter de faire que ça soit que le CITSIC ou que le SGAMI de proximité qui va devoir assumer toute la charge. Nous, par exemple, on avait fait la gestion des utilisateurs, plutôt que ce soit le CITSIC qui le faisait, en fait, on avait dit, chaque manager dans son service, mais uniquement pour son service, il a le droit de gérer les utilisateurs, et donc c'est à lui de créer et de supprimer. Alors, ça pose d'autres questions. S'il y a des gens dans la CITSIC, je vois vos réactions, j'imagine vos réactions, ça pose d'autres questions, sécurité informatique et des choses comme ça, mais on peut, par exemple, les modèles de documents, on les avait fait, Jacques, au SRH, on avait délégué ça, et justement, c'était intéressant la façon dont il s'était approprié ça, et dont la chef de service, elle avait créé ses propres modèles de documents de façon très autonome. Oui, on parle d'administration fonctionnelle, entre guillemets. Effectivement, là encore, c'est souple, c'est-à-dire c'est en fonction des capacités d'organisation de prendre cette partie-là, en disant oui, j'ai quelqu'un qui peut s'approprier l'administration fonctionnelle pour faire évoluer des droits, des profils, un certain nombre d'éléments, ou non, je n'ai pas les moyens de le faire, auquel cas, effectivement, c'est reporté vers d'autres entités, mais globalement, la possibilité, la souplesse de l'outil, c'est qu'elle permet de le faire, et encore une fois, là, c'est des choses qui peuvent améliorer grandement, on va dire, le quotidien, si dès qu'il y a une évolution au sein d'un service, elle peut être prise en compte directement dans la solution pour dire j'ai un nouveau user, j'ai un nouveau signataire, il y a une personne qui est partie, une autre est arrivée, etc. Donc la remarque de Guillaume Besson, Osgard de Corps, ce déploiement d'un tel outil aussi l'opportunité de réinterroger les processus internes, qui visent, qui signent, pourquoi. Ça, je pense que c'est crucial. Hein. C'est un peu voilà, c'est se reposer des questions, effectivement, par rapport aux pratiques internes. Est-ce qu'on ne peut pas avoir, on va dire, quelque chose de plus efficient, au sens avoir peut-être des circuits plus simples, plus rapides, etc. Parce qu'effectivement, par rapport au temps de signature, je reviens sur l'échange que vous avez eu avec Nathanaël, globalement, on va gagner du temps sur un circuit par rapport à un circuit papier, c'est évident. Première chose, moi, ce qui effectivement m'a frappé la première fois que j'ai commencé à être en mission chez une préfecture, c'est de trouver un parapheur. Il y avait des personnes, effectivement, qui rentraient dans le bureau en disant « je cherche un parapheur, est-ce que vous en avez vu un ?» Donc, première chose, c'est de trouver le parapheur, etc. Donc, c'est une anecdote, mais globalement, effectivement, avec un parapheur électronique, vous ouvrez un parapheur, vous allez pouvoir le distribuer, etc. Donc, et globalement, vous allez avoir un gain, d'autant plus qu'il n'y a pas de transport physique à faire lorsqu'il y a des entités qui se situent sur un site et qui doivent faire signer, comme on le rencontre aujourd'hui au SGAR Nouvelle-Aquitaine, entre des directions et le SGAR, donc de pouvoir fluidifier et donc de gagner un temps précieux sur des délais de signature. Je vois Nathalie Piché dans l'un, le SGCD pilote du projet pour le périmètre ATE, une étude de cadrage des besoins et des attentes est en cours. Ça, je pense que c'est très bonne, c'est comme ça qu'il faut commencer. Ouais. Cette étude-là, ça donne beaucoup de choses. Puis ça permet d'être beaucoup plus efficace, en fait, de faire une étude de cadrage, de savoir si on a besoin d'un pilote, de savoir si on est prêt. C'est ce que disait Jean-Hervé tout à l'heure dans les préfectures. Il y a des projets qui se sont très bien passés et qui, du jour au lendemain, ont été abandonnés parce que le contexte n'était pas bon, et ça peut-être aussi moi je sais qu'on avait souvent la question de la durée d'un projet. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Un projet qui va s'étaler, il vaut mieux justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, de dire on commence sur un périmètre qui est un peu restreint, mais on ne fait pas tout, on ne fait pas tous les parapheurs, on fait juste une zone, on commence sur un cas d'usage où il y a un gros irritant, plutôt que de faire tout, mais par contre on fait un projet qui va durer 2 ou 3 mois, plutôt que de se lancer dans une aventure de 1 ou 2 ans.
ça c'est beaucoup plus efficace. Parce qu'évidemment, plus le projet est long, plus le risque, du coup, qu'il y ait des changements et qu'il y ait des changements de trajectoire, il va être fort et on a intérêt d'avoir des projets qui sont quand même tassés. Moi, je vois un projet aujourd'hui, typiquement un projet où on prend sans s'emballer et en même temps sans trop traîner. En 2 mois, on peut avoir une solution opérationnelle en faisant quand même bien cette partie justement d'atelier, de regarder. Et ça, il faut profiter aussi de ce temps le temps de paramétrage où on va dire aux gens qu'est-ce que vous faites aujourd'hui. C'est justement, de toute façon, on est obligé de mettre à plat les processus. Si on veut dématérialiser, il faut qu'on sache ce qu'on veut faire. Et donc cette étape-là, en réalité, elle est bénéfique au-delà même de ce projet que vous êtes en train de faire. Moi, je sais que par exemple, ils nous appelaient en disant ah, voilà, il faut absolument faire ça. Et en fait, on se rend compte au moment où on prépare le projet qu'en réalité, il y a aussi un démarche simplifié, il y a aussi l'utilisation. La DGR, pour ça, c'est amusant. Pour partager les supports de formation qui avaient été construits, ils ont ouvert un salon Resana. Et en réalité, ils se sont retrouvés, et nous, je sais qu'Anna et Emma l'ont fait pendant les formations, à en profiter de faire un quart d'heure de formation sur Resana, parce que c'était l'occasion aussi du coup de parler de Resana et d'avoir un outil transverse pour partager entre les cabinets, entre les choses. Et donc ce temps de paramétrage, il faut aussi en profiter pour arriver justement, on sonde les gens, on parle avec tout le monde, les gens se parlent entre eux, le cabinet parle à la direction, les directions se parlent entre elles, les gens se rencontrent, et c'est aussi l'occasion en réalité de faire émerger des pratiques de travail. Je vous en prie, si quelqu'un veut prendre la parole, n'hésitez pas, on est inconditionnel bavard en plus pour ma part. Moi, j'avais une petite question encore, qui est la suivante. J'ai pas très bien compris parce qu'on n'utilise pas du tout, nous, la signature électronique dans le Puy-de-Dôme. En termes de signature électronique, le carré griffe se substitue à la signature par code PIN ou les deux sont nécessaires pour signer électroniquement? Non. Alors, ces deux, ça rejoint la question de Marc Chanov du SGCDISA, quid de la validité de la signature numérique au sens juridique. Cela dit, dans un cas particulier, effectivement, quand on réarrive. En fait, j'ai 2 niveaux de signature. Je ne rentre pas dans le détail parce que les questions de signature sont quand même assez complexes. Et pour le coup, je pense qu'il y a dans la question du périmètre de l'État aussi la nécessité que des prises de position de la part des administrations soient aussi faites, centrales, je veux dire, pour clarifier certaines questions. En gros, la signature griffe, c'est simplement, on injecte une image de signature, et on trace quand même, elle n'est pas complètement sans valeur, la signature griffe, parce qu'on trace quand même qui a injecté cette image, mais en réalité, et ça, moi, par exemple, dans les démos que je fais, moi, je signe avec la signature d'Émile Zola. Donc, ça vous montre quand même la limite, du coup, de cette signature-là, même si c'est quand même un compte connecté avec un mot de passe, et que ce n'est pas tout à fait sans valeur. Mais la griffe, c'est cette image. La signature électronique, là, que vous utilisez, pour le coup, on est dans de la signature électronique certifiée, c'est-à-dire qu'avec une valeur juridique, RGS 2 étoiles, vraie valeur, parce qu'en réalité, la valeur qui est faite, c'est on interroge la carte agent avec un code PIN, et il y a uniquement le propriétaire de la carte agent à qui on a remis la carte agent en main propre qui peut du coup avoir ce code PIN et qui peut donc authentifier cette signature. Mais en réalité, la signature électronique, ce n'est pas l'image que vous voyez. La signature électronique, c'est ce qu'a montré Patrick, c'est quand on ouvre le PDF, c'est une petite marque numérique qui va dire voilà, validité du certificat, et c'est en fait c'est un document, c'est une forme électronique injectée du coup dans le PDF. Mais on rajoute la griffe parce que la griffe, c'est comme dans l'histoire du livre, c'est aujourd'hui, si vous donnez à quelqu'un, en réalité, on peut signer électroniquement un document sans que le document, on ne voit rien dessus. Ça n'empêche pas que la signature serait valide et qu'elle serait reconnue par les tribunaux parce que la signature électronique, c'est le certificat. Mais on rajoute une image dessus parce que je pense qu'aujourd'hui, si vous envoyez ça à un citoyen où c'est marqué signé par le préfet, mais on ne voit pas le gris-gris du préfet, personne ne va être content de cette signature-là. Donc on rajoute cette griffe-là, mais c'est deux choses qui sont distinguées. C'est pour ça ce que disait Patrick tout à l'heure, vous pouvez choisir de signer sans mettre la griffe. Tout à fait possible. Je vous en prie. Et dans ce cas-là, où se mettrait l'image qui accompagne la signature électronique, puisqu'il y a une image qui accompagne la signature électronique? Alors, il y a la question, en fait, la griffe, c'est vraiment l'image, ça peut être, en fait une numérisation du gris-gris de signature. Si vous ne mettez pas la griffe, de toute façon, dans le paramétrage qui est fait, vous injectez le watermark, c'est-à-dire c'est cette mention signée électroniquement par qui va du coup matérialiser quand même la signature sur le document. C'est des éléments de valeur probante au sens numérique, c'est-à-dire ça. Oui, d'accord, mais elle se met bien physiquement dans ce cadre. Oui, Elle se met bien physiquement dans ce cadre. Oui. Donc il le faut quand même. Et puis si l'autorité veut signer du point de vue griffe, il lui faudra. Donc autant la laisser.
ça, je pense que vous avez tout à fait intérêt. Et je pense même en termes de pratique, aujourd'hui, il y a tout le monde, même quand vous faites de la signature, typiquement quand vous faites de la signature sur des services en ligne, quand vous recevez par exemple vos factures de téléphone ou quand vous souscrivez un abonnement, ils limitent toujours une petite signature. Moi, je pense qu'on a besoin, mais symboliquement, ça a beaucoup de sens. Même si juridiquement ou numériquement, la signature griffe, c'est juste une image, ça a du sens de mettre cette image de signature et que ça soit une signature manuscrite. Je vois, il y avait Magali Della Corte, je vous en prie. Effectivement, il y a beaucoup de paramétrage. Comment ça se passe? Qui est notre interlocuteur premier et comment on fait pour les allers-retours? Parce que pour les profils, aujourd'hui, on a des profils qui sont assez figés dans le marque. Voilà, c'était une question de ce type. Et également, côté parapheur, ma question, c'est vous faites du PADES ou vous faites aussi du CADES? Voilà, mes deux questions. Alors, je laisse peut-être Jean-Hervé répondre sur la question de l'accompagnement proposé par les SGAMI. Alors, en fait, pour chaque préfecture, donc normalement, c'est ce qu'a dit tout à l'heure Christophe. Donc, il y a vos SGAMI de proximité ont des référents niveau 2, donc qui sont censés vous accompagner, vous aider à mettre en place donc les différents paramétrages de votre zone. On va dire, par contre, il y a quand même la problématique de l'Île-de-France qui est un petit peu particulière, qui sera traitée peut-être différemment. Voilà, donc c'est normalement donc vous avez un accompagnement de votre SGAMI qui est censé donc au moins déjà vous permettre donc d'assister sur votre instance. En sachant que donc là la 2010, toutes les recettes vont être à disposition bientôt et que nous ce qu'on va préconiser c'est les préfectures qui n'utilisaient que SVE, je pense qu'on va les faire passer assez rapidement en production. Et les autres, vous aurez un test à faire pour nous dire ok c'est bon et on vous fera passer sur la 2010. Ne faites pas des modifications tant que vous n'avez pas la 2010 encore en ligne. Et je prends pour botter en touche la question PADES, CADES. Dans la version actuelle, il faudrait qu'on vérifie, mais dans les prochaines versions, ça traite les deux indifféremment. Toutes les modalités de signature sont prises en compte. Mais là, en 2010, il faudrait qu'on vérifie avec nos équipes. Ok, merci. Pour la traçabilité, une fois le courrier sorti ou le parapheur signé, y a-t-il une jet de prévu? Ça, c'est pareil, tu me corrigeras, Jean-Hervé, si je dis une bêtise, mais aujourd'hui, de toute façon, en fait, l'application, elle embarque des fonctionnalités de jet. C'est-à-dire que c'est pas un parapheur comme vous pouvez en voir, où ça sert qu'à faire, comme nous d'ailleurs, on avait un parapheur qui faisait ça, qui était uniquement parapheur. Dans Courrier, il y a des fonctionnalités de recherche qui vont vous permettre justement de retrouver, et d'ailleurs de retrouver tout l'historique du dossier. C'est-à-dire que vous signez un parapheur, dans 3 ans, dans 10 ans, vous allez pouvoir retrouver non seulement le parapheur signé, mais les pièces jointes qui avaient été mises au dossier, les actions qu'il y a eu de partage entre les services, les mails qui ont été envoyés, par exemple, si ça a été envoyé à l'extérieur, vous allez pouvoir retrouver la date d'envoi et le corps du mail qui a été envoyé pour renvoyer, par exemple, le parapheur qui a été signé. Et en réalité, dans l'application, il y a ce stockage qui aujourd'hui, c'est là que je ne veux pas dire une bêtise, mais est prévu sans limite ni de volume ni de durée. Alors pour l'instant, tout est stocké, donc c'est vrai dans l'application Marche, donc toutes les préfectures, tous les courriers sont encore conservés. Dans le futur, j'avais vu une question, donc on est en train de regarder donc avec la DTNUM et la DEMAT, donc des transferts au bout d'un certain temps, donc avec des parties archivage comme c'est prévu normalement dans la réglementation. Hein, au bout d'un certain temps, les documents doivent être archivés. Via Bitam, donc qui va être de l'archivage intermédiaire, qui ensuite derrière devrait passer dans de l'archivage au niveau des préfets, des archives départementales. Donc ça c'est dans les tuyaux. Ensuite, donc oui, pour l'instant, donc vous avez une vision sur tout ce qui est dans votre GEC. Pour l'instant, on n'a pas sorti aucun document, donc vous avez une vision sur tout. Alors, Isabelle Chignard, il est vrai que Marche Courrier manque fortement de formation. Cette application est loin d'être utilisée avec tout son potentiel. Ça, je peux être que d'accord. Je pense que c'est une application qui est très riche. En réalité, on peut l'utiliser d'ailleurs sur un périmètre restreint. Mais si on veut vraiment profiter de tout ce que ça offre, il faut effectivement penser à cette partie de formation. Je vois la personne qui vient de lever la main, je vous en prie. Je suis désolé, je vois les noms affichés à moitié, donc j'ai peur d'écorcher votre nom. Donc, Bonjour, vous m'entendez?
Moi, je rebondis sur la question concernant la partie gestion électronique du document, donc la partie GED. Donc, vous avez dit que Marche peut faire office de GED, donc ça veut dire qu'il y a un plan de stockage des documents. On peut considérer qu'il y a ça à l'intérieur, on peut créer... Alors, pour vous répondre, en fait, ce qu'on appelle, c'est pas vraiment, c'est une GED si vous voulez, mais en fait, tous les courriers sont conservés, donc c'est ce qu'on appelle l'archivage courant. Donc, dans l'archivage courant, donc tout ce que vous avez pour l'instant tous les documents qui sont mis actuellement au niveau du SGAMI Sud-Ouest dans vos différentes instances, on les conserve. Jusqu'au jour, en fait, il y a normalement dans un mécanisme dans Marche qui est prévu qui définit que tel document, enfin tel type de document doit passer en archivage au bout d'une certaine durée avec un sort final. Donc ça, c'est prévu dans Marche aussi, et c'est à partir de cette date-là que ça devrait être reversé dans Vitam. Donc en fait, vous avez accès à tous les documents qui ne sont pas prévus sur cette date. D'accord. Et alors, du coup, autre question, est-ce qu'on peut utiliser Marche comme GED en interfaçant avec d'autres outils? Oui, on a... Je t'en prie, Jean-Hervé, si tu veux. Vas-y, Nathanaël, mais on a utilisé Marche comme GED. Pour l'instant, c'est pas vraiment pour l'instant notre cible parce que c'est pas forcément fait pour ça. Donc on l'a utilisé. Donc comme vous le savez, il y a déjà la GED étranger qui avait été faite à l'époque pour se substituer à certains besoins. Il y a certaines préfectures qui nous avaient demandé des GED, notamment sur la rétention des permis, on avait testé. Il y a des possibilités, c'est un petit peu détourné, je vais dire l'application, c'est pas forcément son cœur de métier, mais après, voilà, il y a des possibilités, mais après, c'est beaucoup de travail et c'est du paramétrage, c'est des projets vraiment spécifiques pour l'instant qu'on ne porte pas forcément. Et c'est dans une roadmap ou pas? Parce que nous, on utilise une GED extrêmement onéreuse, avec 1 milliard de fonctionnalités, on utilise une de ces fonctionnalités-là seulement. On veut un système de GED super simple. Peut-être est-ce que c'est dans une roadmap? Écoutez, vous pouvez nous solliciter, le cas échéant, vous pouvez nous solliciter en nous demandant, enfin, on peut voir peut-être ensemble qu'est-ce qui est possible d'être fait. Après, ce que je vous disais, c'est qu'au niveau des équipes de Marche, on est un petit peu sous l'eau, donc sur le SGAMI Sud-Ouest, mais c'est des choses qu'on sait faire et qu'on a déjà fait. Donc vous pouvez nous solliciter, on verra ce qu'on peut faire ensemble. Merci. Il y a des cas, en réalité, dans les préfectures, vous vous servez déjà même si vous ne le savez sans doute pas, vous vous servez déjà d'une application très GEC de marche courrier, même si je suis tout à fait d'accord avec Jean-Hervé, c'est une GEC. C'est vraiment pensé pour être une GEC, c'est une GEC qui marche bien et qui du coup donne de la GEC, mais qui a été pensée pour être une GEC. C'est en réalité alors c'est le SIAC ou le PIAC, je pense que c'est le SIAC, le service interministériel d'assistance au contrôle de légalité, en réalité qui fonctionne sur une base de marche courrier. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand vous avez vos contrôleurs de légalité peuvent saisir la DCL pour poser des questions du coup sur des dossiers qu'ils auraient, et leurs questions sont ensuite stockées sous forme d'un thésaurus de questions-réponses pour être remobilisées. Et ça, cet usage-là aujourd'hui qui a été remarqué par la Cour des comptes, sans fierté, et possibilité en effet de marche. Existe-t-il, Isabelle Chinard, existe-t-il un support de formation pour les nouveaux utilisateurs? Oui, alors ça, peut-être Sabrine, si tu es encore avec nous, si tu veux reparler un peu du SDRF et du MOOC qui a été proposé. Je ne sais pas si Sabrine est encore là, moi je vois une mosaïque avec une foule. Peut-être moi simplement pour vous donner, puis je pense que la nouvelle va arriver rapidement. Donc le service des formations du ministère de l'Intérieur a conçu un MOOC sur des paramétrages d'utilisation, disons, un peu classiques de l'application. Et ce MOOC devrait être publié instamment. En fait, pour compléter les propos de Nathanaël, donc la DTNUM a fait les différents profils utilisateurs. Donc moi je l'ai testé dernièrement. Je pense que ça sera mis en œuvre donc mi-décembre. Et c'est vrai que ça permet au moins de voir les grandes fonctionnalités et de voir comment ça fonctionne. Ensuite, la problématique de ce genre d'outils, c'est que comme tout est très paramétrable, ce qui sera présenté, ça vous donnera les fonctionnalités. Par contre, ça ressemblera pas toujours à votre instance que vous avez en place chez vous.
on se rapproche on a dépassé l'heure. Je vois qu'il y a encore beaucoup de questions qui me font douter que nous y arriverons au bout. Peut-être moi, à moins qu'il y ait des derniers mots et des prises de parole qui veulent être faites, je pense que on va peut-être mettre. Tu m'arrêtes, hein, Jean-Hervé, si tu veux continuer. On est évidemment à votre disposition et peut-être laisser à tout le monde le plaisir de déjeuner. De toute façon, je pense que peut-être en termes des questions qui sont ouvertes, nous, il y a évidemment, donc ça, Jean-Hervé le redira, mais le SGAMI Sud-Ouest est aussi à votre disposition. Nous aussi, si on peut vous répondre à vos questions, si on peut vous aider d'une manière ou d'une autre, on est à votre disposition. Nous, on vous enverra le support de présentation qui a été fait et on vous mettra aussi les liens vers la documentation. On a aussi des documentations. Nous, on va aussi travailler, là, on travaille sur justement des supports de formation. Alors, sur nos versions, sur des versions publiques et des choses comme ça, mais on a aussi des ressources. Et si on peut vous partager, nous, les expériences qu'on a eues, Jacques, Alain et moi-même, on a beaucoup travaillé avec les préfectures et les organisations d'État et on continue de le faire. Donc, on est aussi, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions à nous envoyer par mail, on vous donnera nos coordonnées. Et peut-être Jean-Hervé, si toi aussi de ton côté. Oui, ben nous, de toute façon, ce que je vous ai dit, alors après, le CCN, donc il vaut mieux que vous passiez directement, enfin par vos correspondants de chaque zone, parce qu'on est submergé, on répond quand même aux questions plus ou moins. On est en train de mettre en place aussi, une partie qui va permettre aussi d'avoir des ticketing, un suivi peut-être plus précis des demandes. Donc voilà, on avance aussi en marchant et on est en train de s'améliorer comme tout le monde. Cette partie formation est très importante et c'est là que je rejoins toutes les questions, hein. Donc là, le e-learning qui a été mis en place donc par la DTNUM va permettre donc aux utilisateurs d'avoir une première vision du produit, de pouvoir comprendre le fonctionnement. Donc ça, c'est très bien. Ensuite, derrière, j'avais vu qu'il y avait donc Monsieur Lamy, donc Christophe, qui parlait de formation, formateur interne occasionnel. Je sais que la DTNUM est en contact pour essayer d'obtenir qu'il y ait des formateurs internes occasionnels au niveau des SGAMI pour pouvoir avoir des formations, alors plus pour les niveaux, niveau 1, support, pour pouvoir paramétrer plus facilement les zones. Voilà, donc c'est des choses qui avancent. C'est une organisation qui est quand même très très lourde. C'est vrai que il y a les préfectures, mais on a aussi les services de police, on a aussi donc de l'interministériel qui se greffe dessus. Et c'est vrai qu'on voit que toute cette partie de gestion de courrier qui est plus ou moins dématérialisée intéresse de plus en plus donc les différentes autorités. Donc, je pense que c'est quelque chose qui risque d'avoir vraiment du potentiel dans vos préfectures. Est-ce que quelqu'un veut, avant de partir sans regret, est-ce que quelqu'un veut poser une dernière question ou un dernier mot? Jacques. Oui, Christophe. Alors, juste un truc bête et méchant, je répète à tous ceux qui sont de ma zone qu'ils peuvent me contacter en cas de besoin. On est là pour ça, on est payé grassement pour faire ça. On est payé pour faire ça. Ouais, grassement, ça m'étonne. Donc, tous ceux de ma zone, je les invite à me contacter s'ils n'ont pas eu la note, s'ils n'ont rien eu, je peux leur retransmettre. Et l'accompagnement, je dis, on sait le faire, on peut vous expliquer ce que le SGAMI Sud-Ouest, donc le CCN 33, met en place, parce que nous, on est intermédiaire entre vous et eux. Et donc, moi, je m'adresse à Jean-Hervé le sait bien, je m'adresse souvent pour leur demander des choses. Et je répète après derrière, quand j'ai les réponses. Donc, il faut que je relance jusqu'à ce que j'ai. Voilà. Mais qu'on n'hésite pas à nous contacter, parce que pour ce qui est du ministère de l'Intérieur, les SGAMI sont bel et bien la partie zonale, donc le niveau 2, et on aimerait bien savoir au niveau 1 qu'on nous contacte nous. Donc, c'est simplement aussi des moments où il manque de communication, mais c'est tout. Donc juste actuellement, donc la majeure partie des instances des préfectures, donc nous on a fait la migration sur la version 2010 au niveau des recettes. Donc je répète, donc ça c'est quelque chose qui va être à disposition donc justement donc des SGAMI de proximité, enfin de vos SGAMI pour faire vos formations. Ensuite, derrière, je pense que ce que je disais tout à l'heure, les préfectures qui n'utilisent quasiment pas Marche, donc les préfectures qui utilisaient que les saisines par voie électronique, celles-là, on va les basculer assez rapidement.
celles où ils avaient déjà mis en place des circuits ou des choses comme ça, on vous demandera quand même une qualification du produit pour pas qu'il y ait de pertes. Ça fait partie du processus, mais on espère quand même passer assez rapidement sur la 2010 pour tout le monde. Merci. Moi, j'en profite là d'ailleurs de dire aussi à titre personnel et à titre de marche en général, tout notre enthousiasme à travailler avec vous et notre admiration aussi du travail qui fait aux Amis Sud-Ouest de porter une solution et d'ailleurs de porter, maintenir une solution mutualisée pour autant de préfectures et pour autant et de le faire avec aussi les ressources qui sont les leurs. On est très admiratifs, nous, en permanence de travail et très heureux de travailler. Jean-Hervé avec vous, avec les équipes, et aussi admiratif du travail qui est fait dans les gaming de proximité, que de pouvoir justement porter cette solution et de pouvoir la porter en proximité des équipes sur le terrain. Je crois que c'est des applications qui peuvent, il y a un besoin en réalité dans les préfectures, de pouvoir aller vers ces outils-là, de pouvoir aller vers des outils plus modernes, de pouvoir aussi aller vers des applications qui sont des applications dont on sert aujourd'hui dans le quotidien, et dans le quotidien de la vie personnelle, où tout le monde se sert d'applications, et de pouvoir aller vers ça, c'est aussi un confort de travail, et c'est aussi, je pense en termes d'attractivité de la fonction publique, c'est aussi une chose que de pouvoir travailler sur des technologies qui sont celles d'aujourd'hui, et pas les outils de la veille. Et donc nous, on est aussi très fiers de pouvoir participer à ce mouvement-là et de pouvoir vous accompagner au quotidien. Bon, on ne répondra jamais à toutes les questions, je vous propose qu'on en reste là et qu'on déjeune. En tout cas, je souhaitais remercier quand même toutes les préfectures qui se sont connectées, parce que c'est vrai que bon, on a fait ça, on a mis ce webinaire un petit peu rapidement en place. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont pas pu se connecter et on verra si on peut faire autre chose. Ça a prouvé quand même qu'il y a un certain intérêt sur ce genre de solution, ou au moins de l'information dont vous avez besoin. C'est vrai qu'on ne le fait peut-être pas suffisamment par manque de temps, et donc je souhaitais quand même remercier tout le monde pour ce webinaire. Voilà. Bon, on vous enverra du coup, j'ai tout l'impression que j'ai un bout de captation qui a l'air d'être bon, donc j'espère vous envoyer une captation. On vous enverra les slides, on vous enverra nos coordonnées de même, vous connaissez celle du SGAMI, on vous enverra les nôtres aussi si jamais vous voulez parler, simplement échanger ou même venir nous voir à Nanterre. On sera très heureux de vous rencontrer. Et puis, écoutez, je vous souhaite un bon appétit à tous. Christophe, le mot de la fin. Une dernière chose, pour les SGAMI, on a mis des salons de chap en œuvre. Il y en a qui n'ont pas encore accepté les invitations, et c'est un salon dans lequel on peut discuter entre nous des problèmes techniques que l'on a sur Marche, justement, et les résolutions que certains ont. Donc, essayez d'accepter les invitations pour... Tu fais bien de parler des différents salons. Donc, il y avait aussi un salon qui était sur Osmose et qui existait en interministériel. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sources d'informations nues à l'information, mais c'est vrai que c'est important de pouvoir échanger entre nous. Merci. Ça aussi, n'hésitez pas, si jamais vous avez, au niveau des gaming proximité de tout le monde, si jamais vous avez des difficultés, ou si jamais vous voyez des choses où vous vous dites que c'est bizarre que ça soit comme ça, n'hésitez pas à nous écrire. Même de la même manière, nous, on est très très attentifs, on a construit l'application comme ça, sur des remontées de terrain. N'hésitez pas à vous dire, même si ce n'est pas voilà, un projet, mais que vous avez une idée de choses que vous voudriez voir, nous, on sera toujours très heureux de les prendre, on va essayer d'organiser plus d'événements. On a des nouveaux bureaux à Nanterre qui vont être plus adaptés que les locaux qu'on avait, mais encore une fois, on est à votre disposition, n'hésitez pas à nous joindre, on a un petit formulaire sur le site et mes coordonnées, n'hésitez pas à nous écrire. Et ben, bon appétit à tous. Merci. Bon appétit.